Cet épisode est une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca. Particulièrement, si j'avais un livre en fait à nommer, ce serait Courrier Sud par Saint-Exupéry. À ce moment-là, il faut savoir qu'il est aviateur, c'est un pilote et il écrit en même temps. Je trouve que dans la personne de Saint-Exupéry, il y a une forme de dualité en fait entre l'aventurier qui est dans l'action et l'écrivain qui est dans le fond plus posé et qui porte un regard sur les choses qui l'environnent. Umberto Eco a dit de Saint-Exupéry qu'on ne savait pas s'il volait pour écrire ou s'il écrivait pour voler. Saint-Exupéry, dans une forme très poétique en fait et philosophique, nous amène à soulever en fait des thèmes dont l'amitié, la mort, l'amour et l'existence elle-même. Ces éléments qui ont personnifié Antoine de Saint-Exupéry, mais aussi qui ont été traduits par son œuvre littéraire, sont en fait une forme d'inspiration pour moi, je dirais. Annick Meunier est professeure en éducation et en muséologie à l'UQAM. En recherche, elle s'intéresse à l'histoire de l'école, au patrimoine scolaire et au syndicalisme enseignant. Annick Meunier est avec nous pour parler du livre écrit avec Robert Cadotte, L'école d'antan, découvrir et se souvenir de l'école du Québec. Madame Meunier, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre livre « L'école d'antan », un livre tout en images. Madame Meunier, une bonne façon de s'imprégner de l'enseignement dans l'école d'antan, c'est d'étudier le contenu des manuels scolaires. Quel était le contenu des livres d'instruction à cette époque-là? Je dirais que le manuel scolaire le plus utilisé et le plus valorisé dans l'école d'antan est le petit catéchisme. Donc, c'est un petit document, un petit manuel dont se dotaient tous les élèves. Il y avait dans les années 50 à peu près 492 questions et réponses, en plus de 49 pages d'annexes qui étaient des prières et des pratiques religieuses, des pratiques chrétiennes qui étaient proposées en fait aux élèves. Donc cet enseignement-là fait partie en fait de l'école d'autrefois et est vraiment mis de l'avant. Donc toute la question de l'enseignement religieux est très présente, notamment par le manuel scolaire privilégié qui est le petit catéchisme. En amont de cela, il faut savoir que tous les programmes d'études sont approuvés par le Comité catholique de l'instruction publique. Or, l'enseignement, effectivement, l'enseignement religieux, l'enseignement de la pratique et de la culture religieuse se fait en majeure partie à l'école. Donc, le curé, par exemple, va s'attendre à ce que les élèves connaissent leurs prières lorsqu'ils arrivent à l'église. Alors, c'est donc dire, si l'on veut, toute la prédominance de la religion à l'école. Donc, cet enseignement religieux est notamment présent dans le manuel qui est le petit catéchisme, qui est utilisé fréquemment, mais aussi dans d'autres manuels. Par exemple, le manuel de bienséance des années 49, donc on est quand même assez tardivement dans cet éveil, je dirais, de la société québécoise qui va mener éventuellement à la Révolution tranquille. Mais à ce moment-là, pour la 6e et la 7e année, dans le manuel de bienséance, on donne des règles, en fait, on donne des normes, on propose des manières de se tenir et de se comporter lorsqu'on est à l'Église. Alors, vous voyez que dans le fond, la bienséance est aussi très liée dans le fond, à la religion. Donc, il y a vraiment cette prédominance. Et dans l'enseignement, on peut rappeler, par exemple, que les frères des écoles chrétiennes sont tenus de passer 4 heures par semaine à l'enseignement de la religion dans les écoles. Je peux juste donner un exemple sur la manière dont l'enseignement va se faire. C'est-à-dire qu'à chaque heure, il y a une petite sonnette sur le bureau de l'enseignant, du frère, qui retentit. Et donc, cette sonnerie indique qu'il faut réciter une prière. Et puis, à chaque demi-heure, une autre sonnette, un autre bruit indique qu'un élève, en fait, va mentionner « Nous sommes en présence du Seigneur » et les autres élèves vont répondre « Adorons-le ». Alors, je pense qu'à chaque heure et à chaque demi-heure, il y a là, dans le fond, une prévalence et une prédominance religieuse dans l'enseignement de l'école. Et on se doute qu'à cette époque-là, la liberté individuelle des élèves était assez restreinte. Du côté des enseignants, quelle était leur marge de liberté?
Bien, la liberté pédagogique ou l'autonomie, en fait, pédagogique des enseignants était très limitée, dans la mesure, bon, d'une part, où les programmes étaient régis et devaient être approuvés par le comité catholique du département de l'instruction publique. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est, je dirais, un élément majeur qui va régir, dans le fond, le cadre d'enseignement des professeurs et des enseignants. Ça, c'est un premier élément. Ensuite, il y a les commissaires scolaires, les directeurs d'école, les inspecteurs d'école, les visiteurs d'école aussi. Donc, on constate qu'avec l'ensemble de ces personnes qui ont sous surveillance, dans le fond, les enseignants, très peu de liberté est accordée dans la manière d'enseigner et dans le contenu, puisque les programmes, dans le fond, sont régis, doivent être approuvés par un comité catholique. Là, je donne l'exemple par exemple, des écoles catholiques francophones. Et puis, les directeurs d'école sont, je dirais, de connivence avec les inspecteurs, avec les visiteurs d'école. Alors, bien entendu, la visite de l'inspecteur va générer énormément de stress et énormément d'anxiété, d'angoisse auprès de l'enseignant, parce que c'est en quelque sorte la manière de valider si, dans le fond, les contenus et la manière d'enseigner a été adéquate. On vient de parler de la liberté très restreinte des enseignants. Si on parlait de leurs conditions de travail et de leurs conditions économiques, ça ressemblait à quoi? Alors, donnons un exemple. Si on se reporte en 1935, dans un règlement, dans le fond, c'est une résolution de la Commission scolaire de Montréal, on trouve un commentaire à l'effet qu'une femme qui se marie, son contrat se voit résilié automatiquement. Dans l'idéal, elle aurait signé un contrat et donc ce contrat-là se verrait résilié dans le cas où est-ce qu'elle se marie. Ceci dit, cette enseignante, donc on a qualifié, elle est laïque, elle est célibataire, c'est une femme, elle va gagner à peu près entre 800 et 1200 $. Une religieuse, en fait, va gagner à peu près 465 $ annuellement pour le même travail. Donc, on voit cette disparité entre une enseignante qui est laïque et une enseignante religieuse en un premier temps. Maintenant, cette religieuse-là, si elle devient, par exemple, directrice dans une école, elle sera payée le même salaire que sa compatriote, si on veut, qui, elle, est enseignante, donc 465 $. Maintenant, c'est intéressant de comparer ces salaires-là avec, par exemple, un homologue qui serait un directeur d'école dans une école primaire ou secondaire. Cet homme-là, en fait, gagnerait 3 000 $. Alors, on voit qu'il y a une disparité du point de vue homme-femme, du point de vue laïque et religieux, et au niveau des villes et de la campagne. Donc, l'aspect rural et urbain est aussi un élément de disparité dans l'attribution des salaires. La période que vous avez étudiée remonte jusqu'à 100 ans avant la Révolution tranquille. Est-ce que la religion était aussi omniprésente qu'on le croit, ou y avait-il quand même certains moments et certains espaces laïques à l'école? Cette question est intéressante, effectivement, parce qu'on a l'impression que la religion prédomine. Effectivement, je pense qu'on se tromperait puis on ferait fausse route, en fait, de dire que ce n'était pas le cas. Par contre, un élément assez intéressant est la nomination, en fait, d'un laïc comme surintendant du département de l'instruction publique. Donc, c'est le docteur Jean-Baptiste Meyer qui est nommé au département, en fait, à titre de surintendant du département de l'instruction publique. Donc, déjà là, on voit qu'il y a une certaine place pour les laïcs. Maintenant, ça, je dirais que c'est plus au niveau de la réflexion ou de l'orientation des missions de l'école ou des missions de l'éducation. Maintenant, si on revient un peu sur le terrain, au niveau de la classe, effectivement, les religieux sont très présents, en fait, dans l'enseignement, sauf qu'autour des années 1919, je reprends l'exemple du quartier Hochelaga-Maisonneuve, 1919, à l'Académie Laurier, un laïc, en fait, va prendre la direction de cette école-là. Et puis, en 1932, d'autres initiatives comme celle-ci vont apparaître dans les écoles urbaines, dans les écoles de la région de Montréal, en fait. Vous venez de parler de la gratuité scolaire. Dans votre livre, on lit que la gratuité scolaire est une institution relativement récente et qu'avant les années 60, les gens qui refusaient de payer les sommes nécessaires pouvaient se faire expulser de l'école secondaire. Effectivement, la gratuité scolaire dans l'école publique ne va pas de soi. Dans la période qu'on a étudiée, 1860 à 1960, des frais de scolarité sont exigés pour le secondaire, mais également au niveau primaire. Alors, c'est vraiment le rapport parent qui a, je dirais, institué d'une part la gratuité scolaire et l'accès à l'école publique et aussi l'obligation scolaire. Donc, les élèves n'étaient pas obligés avant 1943
avant la loi sur l'instruction publique. Donc, les élèves n'étaient pas obligés de fréquenter l'école. On parle souvent de décrochage scolaire. Et donc, à ce moment-là, comme ils quittaient l'école en toute légalité, on peut se poser la question si c'était du décrochage scolaire ou simplement un non-accès ou une non-fréquentation, si l'on veut, de l'école publique à ce moment-là. Donc, en fait, le rapport parent va apporter plusieurs choses. Mais d'abord, je pense que ce qu'il faut mentionner, c'est cette loi de l'obligation scolaire qui est votée en 1943, qui dorénavant va obliger les élèves à fréquenter l'école jusqu'à l'âge de 14 ans, ou bien sinon, s'ils sont plus doués ou s'ils font les choses un peu plus rapidement, mais il faut qu'ils aient minimalement ce diplôme d'études primaires. Et par la suite, c'est jusqu'à 16 ans, en fait. Et ça, c'est le rapport parent qui va instituer, dans le fond, l'obligation scolaire jusqu'à l'âge de 16 ans. Compte tenu de la place qu'occupait la religion à l'école, est-ce que vous diriez que l'école était le principal véhicule d'endoctrinement religieux? Bien, c'est sûr que le terme endoctrinement religieux est un terme fort, mais donnons cet exemple-ci. En 1959, donc à l'aube de la Révolution tranquille, on constate que le programme d'études, en fait, comporte 45 de matières et d'exemples, si on veut, qui sont en lien avec la religion et avec l'enseignement de la religion. Donc, ce serait difficile de répondre non à cette question, mais à la fois, il faut peut-être un peu nuancer. Donc, on dira c'est presque 50 presque la moitié des contenus. C'est une doctrine, mais à la fois, c'est un enseignement religieux, ce sont des pratiques, des idéologies que l'on peut réfuter, mais qui faisaient, je le rappelle, souvent consensus dans la société québécoise. Donc, tant parmi le clergé que les gens qui étaient élus, il y avait cette forme d'unanimité, en fait, pour justement transmettre ces pratiques religieuses et cet enseignement religieux à l'école, donc au sein même de l'école. Un autre élément qui est assez, je dirais, évocateur, si on veut, de cette présence religieuse à l'école. Effectivement, il y a le programme d'études de 1959 que je viens d'évoquer, mais il y a aussi toute la décoration, en fait, dans les classes. Bien entendu, on retrouve des cartes géographiques, des planches d'arithmétique ou encore des éléments qui permettent de donner des exemples au niveau de la calligraphie, mais il y a toujours un crucifix qui se trouve en avant de la classe. Ce sont des signes religieux, en fait, ce sont des décorations qui sont au sein même de la classe et qui, en quelque sorte, traduisent finalement cette présence religieuse, cette omniprésence constante dans les écoles. Donc, non seulement dans les programmes et dans les manuels et dans l'enseignement, mais également dans la décoration des classes, dans les activités scolaires également. Les sacrements, en fait, religieux, étaient intimement liés à l'enseignement à l'école. Donc, on les pratiquait, on avait un enseignement théorique, même pratique, qui avait lieu au sein même de l'école. On a trouvé, dans le cadre de nos recherches, en fait, un petit hôtel qui était utilisé pour les enfants de chœur afin de se pratiquer. Mais tout ça, ça se passait à l'école même. Ça ne se passait pas nécessairement à l'église. Alors, l'enseignement, effectivement, des pratiques religieuses, de l'histoire sainte, oui, c'était très prédominant, je dirais, dans les programmes d'études, dans les manuels scolaires, mais il y a aussi les pratiques liées intimement à l'église. Comme par exemple, les enfants de chœur étaient formés à même la pratique scolaire, à même l'école, à même les heures de classe, finalement. On s'imagine l'école d'antan, surtout d'avant les années 60, comme une institution où la discipline est très présente. Est-ce que le châtiment corporel était aussi présent qu'on le pense? Alors, effectivement, le châtiment corporel était présent. Par contre, il est réglementé. Donc, avant d'en arriver au châtiment corporel, il y avait en fait certains éléments ou certaines procédures, si l'on veut, qui permettaient d'assurer une certaine forme de discipline. Donc, on pouvait avertir, par exemple, l'élève, on pouvait le réprimander, on pouvait lui donner une retenue après la classe, par exemple. On pouvait aussi lui proposer, ou en tout cas lui imposer, dans ce cas-ci, puisque c'est une forme de réprimande, des pensums, qui sont des éléments, en fait, ou des exercices de mémoire ou de réflexion. Donc ça existait. Et il y avait aussi cette question du renvoi chez le principal. Donc, l'enseignant pouvait acheminer, si on veut, un élève vers la direction. On appelait les directeurs d'école les principaux, ou en tout cas le principal. Et donc ça, c'est, je dirais, des différentes manières d'exercer la discipline. Ce règlement qu'on trouve dans les règlements de la Commission scolaire de Montréal n'a pas beaucoup changé entre 1886 et 1915. Alors, c'est assez intéressant de voir qu'il y a comme une forme de constance par rapport à cela. Dans un deuxième temps, effectivement, vous évoquez le châtiment corporel. Les châtiments corporels étaient effectivement, je dirais, acceptés et faisaient partie même des règlements.
Donc, on pense particulièrement à la fameuse strap ou ce qui était aussi appelé la banane, qui était fournie par la commission scolaire. Donc, chaque bureau de principal, en fait, les directeurs avaient dans leur bureau cette strap, en fait, qui était une courroie, ni plus ni moins, sans doute coupée d'une partie des courroies, en fait, des machineries industrielles. Or, à partir de cela, il y a quand même des règlements. L'enseignant pouvait effectivement infliger un pareil châtiment corporel. Par contre, le directeur, le principal, devait en être informé et devait être d'accord. Donc ça, c'est un premier élément. Ensuite, l'enfant devait être seul. On ne pouvait pas le faire en présence d'autres élèves. Par contre, on sait que les témoignages ont un petit peu relaté des choses différentes. Enfin, ça fait partie des règlements, l'application est certainement différente. Lorsqu'il était question d'un châtiment corporel de cette nature-là, l'élève pouvait refuser. À ce moment-là, le directeur écrivait une lettre qui stipulait, dans le fond, la faute commise par l'élève, et l'élève était retourné à la maison. À partir de ce moment-là, les parents devaient accepter que l'élève puisse retourner à l'école, mais il devait aussi accepter que le directeur puisse châtier, en fait, l'élève. Alors, c'était comme une condition sine qua non, si l'on veut, pour le retour à l'école de l'élève. En lisant votre livre, on dirait que l'hygiène et la salubrité ont été pris assez au sérieux par l'école d'avant les années 60. Est-ce que ça s'est incarné dans un programme? Oui, effectivement. Donc, dans les plus vieux bulletins que l'on a pu retracer, c'est-à-dire autour des années 1920, dans les archives de la Commission scolaire de Montréal, qui était à l'époque la Commission des écoles catholiques de Montréal, on a retrouvé en fait que les élèves étaient évalués sur leur propreté personnelle, donc à chaque mois. Donc, il y avait une évaluation en fait de la propreté des élèves. Ensuite, on voit l'enseignement de l'hygiène dans les programmes de 1889 sont maintenus dans les programmes de 1915. Ce qui veut dire effectivement que la question de l'hygiène, des choses tout à fait banales et que tout le monde sait, mais qu'un enfant ne sait peut-être pas nécessairement, comme par exemple se laver les mains, se laver le cou, le visage, des choses comme ça, sont des éléments qui sont partie prenante et partie intégrante du programme d'hygiène de 1889, mais qui est toujours en vigueur dans les années 1915 et jusque dans les années 50. Donc, dans le fond, c'était l'école qui faisait la promotion de l'hygiène. Est-ce que c'est parce que les problèmes étaient plus présents à cette époque-là? Effectivement, il y avait de nombreux problèmes de salubrité dans les logements qui n'avaient pas nécessairement de cabinet d'aisance. Donc, on trouvait, par exemple, des toilettes qui étaient à l'extérieur de la maison, donc surpeuplées également, ce qui amenait des difficultés au niveau de l'hygiène des enfants, mais de l'hygiène de la population en général. Donc, c'est des cas que l'on peut retrouver dans des milieux défavorisés de quartiers, notamment comme celui de Hochelaga-Maisonneuve. Madame Meunier, dans votre livre que vous avez écrit avec Robert Cadotte, on voit plusieurs photos où les élèves sont en habits militaires ou semi-militaires, des habits de cadets. Est-ce que le patriotisme était très présent dans l'école d'avant la Révolution tranquille? Oui, effectivement, le patriotisme fait partie intégrante des écoles avant la Révolution tranquille. Entre autres, ce patriotisme-là, on peut bien se douter qu'il va s'exercer de manière assez différente chez les francophones et chez les anglophones. Donc, au niveau des francophones, les Canadiens français vont avoir un sentiment d'appartenance assez fort, dans le fond, à toute la question justement canadienne, si on veut. Et puis, au niveau des anglophones, on est plus sur l'Empire britannique. Et donc, c'est là que s'exerce réellement cette forme de patriotisme. Toutefois, ce qu'il faut soulever, qui est assez intéressant, c'est que même les francophones vont aussi, par exemple, participer à des manifestations qui sont, dans le fond, liées, si on veut, à l'Empire britannique. En un premier temps, voyons comment ça s'exerce auprès des protestants. Alors, par exemple, en 1919, on a procuré aux élèves d'une école pour une somme de 600 $, qui est à l'époque, il faut le dire, la moitié du salaire d'une enseignante, ce qui est quand même considérable d'investir une pareille somme pour l'achat de photographies du prince de Galles. Donc, on a distribué aux élèves, en fait, cette photographie-là. Je pense que là, ça nous montre un peu, dans le fond, toute la question du patriotisme et de l'engouement et de ce que l'on vénère au niveau de l'Empire britannique. Ensuite, plusieurs visites vont témoigner aussi de l'engouement
que les élèves peuvent avoir en fait envers la patrie. Entre autres, le roi Georges VI est venu à Montréal en 1939. Alors plus de 13 000 élèves de la commission scolaire protestante de Montréal participeront donc à cet événement-là. Puis en 1951, lors de la visite de la princesse Élisabeth et du duc d'Édimbourg, des élèves maintenant de la commission scolaire de Montréal, donc c'est les élèves qui sont catholiques et francophones, vont aussi participer à cette manifestation. Alors là, c'est assez important parce que plus de 30 000 à 40 000 élèves, on a dénombré en fait ce chiffre-là, se retrouvent au stade Molson pour la visite en fait, cette visite royale. Le patriotisme au sein des écoles va aussi prendre une autre forme autour de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, c'est intéressant de soulever que, par exemple, le groupement ou les troupes de Boy Scouts vont être mis de l'avant. Et chez les protestants, ça va s'inscrire dans une forme de militarisme, finalement. Donc, on veut former, en fait, de petits militaires, éventuellement. Et chez les francophones, l'abbé Lionel Groulx va s'opposer, en fait, à cette philosophie, à cette manière de voir les choses. Le scoutisme, en fait, va être un mouvement en présence, mais il va beaucoup plus s'inscrire en fait dans un mouvement catholique. Donc c'est le scoutisme catholique, mais aussi un scoutisme où la patrie, la nation canadienne-française est mise de l'avant et non pas la dimension militaire. Avant les années 60, les écoles n'étaient pas mixtes. Quelle était cette philosophie derrière la séparation des sexes? La non-mixité, en fait, dans les écoles et dans les classes au Québec avant 1960, parce qu'on sait que la mixité dans les classes de la Commission des écoles catholiques de Montréal a eu lieu vers les années 1950. Mais avant cela, la principale cause, elle est religieuse, elle est liée à la religion. Alors, dans les témoignages que nous avons recueillis, par exemple, un grand-père de l'époque disait que dans les années 1940, le curé, lorsqu'il y avait la préparation des divers sacrements, par exemple à l'école, n'arrêtait pas de tonner que le sexe était péché mortel. Donc ça, c'est un élément. Et en fait, on voulait empêcher ce qu'on appelle la concupiscence, donc c'est-à-dire cette propension ou cette envie de pouvoir profiter de la chair. Donc, les garçons étaient effectivement, c'est ce que l'on disait en fait, c'est ce que l'on mentionnait, que les garçons avaient cette propension à la concupiscence et que les filles succomberaient donc à leur charme. Donc, c'est pour cette raison-là, si l'on veut, que l'on séparait les garçons et les filles. Dans l'architecture scolaire, par exemple, on a des écoles où l'on voit une entrée pour les filles et une entrée pour les garçons. Donc, dans un même bâtiment, il y avait des classes et des locaux qui étaient séparés. À partir de ce moment-là, les cours de récréation étaient aussi distincts et les horaires même de sortie et d'entrée des élèves féminins et masculins étaient contrôlés pour pas que les élèves se croisent, en fait. Donc, on est vraiment dans une précaution, si l'on veut, qui est très, très vigilante. Ce que l'on souhaitait pas, c'est que ni les filles ni les garçons succombent à leur charme mutuel, si l'on veut. Question finale. Vous êtes muséologue et on sait que les musées sont très importants pour vous, pour entretenir notre mémoire collective. En quoi les musées apportent des nouvelles dimensions ou des dimensions supplémentaires pour entretenir notre lien avec l'histoire? Bien, effectivement, dans la mission première des musées, toute la question de la conservation, de la sauvegarde du patrimoine en est une d'importance. Mais là où les musées, en fait, arrivent à faire œuvre d'éducation, je dirais, c'est lorsqu'ils sont dans cette logique de transmission aux générations futures, en fait, des connaissances ou des éléments qu'ils ont pu conserver. Or, effectivement, cette mémoire collective, ce n'est pas la question d'une personne qui se souvient, mais bien d'une communauté, d'une collectivité qui valorise à un moment, dans le temps, en fait, certains éléments qu'elle souhaite éventuellement transmettre aux générations futures. C'est Karl Marx qui disait on est condamné à revivre l'histoire si on ne connaît pas, en fait, cette histoire-là. Donc, je pense que les musées, en ce sens-là, peuvent participer de cette mémoire collective si ils sont, dans le fond, mis à contribution. Alors, je m'explique parce que ce projet de bouquin sur l'école d'antan a fait, je dirais, remonter à la surface un ensemble d'éléments. J'ai mentionné que des archives qui sont très bien conservées ne sont pas diffusées. Donc, en quoi sont-elles transmises? En quoi sont-elles connues pour les générations futures lorsqu'elles restent dans les voûtes ou quoi que ce soit? Alors ça, c'est un élément, je pense, que les musées peuvent justement contribuer à diffuser. Les archives qui sont constituées, par exemple, auprès des communautés religieuses, qui ont été très présentes dans le monde de l'éducation et dans l'enseignement au Québec entre ces années 1860 et 1960. Ça, c'est un premier élément.
Il y a aussi cette question des individus. On a tous une expérience, en fait, de l'école. On a connu ce qu'est aller à l'école. Certaines personnes ont été très, je dirais, gardiennes du passé, ont conservé avec beaucoup de précaution, en fait, leur manuel scolaire, leur cahier. Elles ont aussi des souvenirs dont elles ont témoigné et l'exposition qu'on a mis en place nous permet, en fait, de valoriser aussi ces témoignages. Donc, je pense que le musée est un élément qui permet justement de conserver, mais également de transmettre cette mémoire collective qui se construit au fil du temps. Et à certains moments, il y aura des moments d'oubli, il y aura des moments d'abnégation aussi du passé. C'est intéressant quand même de conserver les documents pour éventuellement peut-être porter une lumière différente sur les événements et ce qui s'est passé en fait à partir des documents, soit d'archives, des photographies, des films. Et là, ben, c'est clair que s'ensuit toute la question en fait de la conservation et de la préservation, du patrimoine. En l'occurrence ici, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est toute la question du patrimoine scolaire qui, je vais le mentionner quand même, n'est absolument pas bien conservé ici au Québec et qui mériterait justement éventuellement peut-être d'avoir un musée dédié donc à l'éducation. J'ai lancé comme idée que ce serait intéressant que le Québec se dote en fait d'un musée de l'éducation. Alors bon, avec les soubresauts financiers et autres que l'on connaît, le projet a été abandonné. Mais moi, comme chercheur, en fait, je n'ai jamais, je dirais, abandonné cette idée de musée de l'éducation. Je pense qu'actuellement, la société québécoise, enfin, se questionne beaucoup sur ça. On voit que les jeunes n'ont pas oublié, en fait, et on voit qu'ils ont à cœur l'éducation. Moi, je me dis qu'il ne faut surtout pas les lâcher et pourquoi pas apporter cette dimension du passé, justement, aux débats qui ont lieu actuellement. Des expositions sur des thématiques liées à l'éducation sont fondatrices, je dirais, et elles permettent de se souvenir pour justement prendre des décisions éclairées actuellement. Cet épisode était une présentation de l'Université du Québec à Montréal. www.ucam.ca